Bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence organisée par Adosia qui va débuter dans 1 ou 2 minutes, le temps de faire rentrer les derniers participants. Elle est consacrée aux dernières actualités de la société. Cette conférence sera animée par M. Gérard Soula, président du conseil d'administration d'Adosia, par M. Olivier Soula, directeur général, et par Mme Valérie Danaghésian, directrice financière. Oui, bonsoir mesdames, messieurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver après une si longue interruption qui, pour certains, a dû paraître interminable. Rassurez-vous, pour nous aussi. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que nous revenons vers vous pour vous communiquer nos dernières informations, les dernières nouvelles. Et je vais laisser la parole à Olivier, notre directeur général, puis à Valérie pour la partie financière et juridique de notre problème. Olivier. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous remercie d'être présents à cette conférence téléphonique pour faire un point sur la situation et revenir sur les événements des 5 dernières semaines qui nous ont amenés à suspendre le cours de la société. Alors, nous allons commencer par un disclaimer, je crois. Pierre-Louis, je vous laisse passer les slides. Donc, c'est une mention légale. Je vous laisse en prendre connaissance en tant que société publique. Maintenant, passons au plan de notre conférence. Nous allons d'abord, évidemment, parler de l'information principale de ce press release, qui est l'accord de Sanofi pour le projet M1PRAM. Nous suivrons par la levée de fonds qui va accompagner cet accord, qui doit se réaliser au cours du mois de juillet. Nous reviendrons sur le remboursement de la dette IPF, qui a été la cause de la suspension du cours au 1er juin, il y a 5 semaines. Et puis nous finirons par les perspectives et les conclusions. Voilà. Donc, commençons par l'accord Sanofi. C'est un accord très important pour nous. On peut dire que c'est le partenaire idéal pour ce produit. On a conféré donc à Sanofi un accord d'exclusivité sur une durée non divulguée pour réaliser ensemble un partenariat mondial. Ce droit s'accompagne d'un versement de 10 millions d'euros, ce qui est très significatif pour ce type d'option. Il faut dire que le produit a des caractéristiques exceptionnelles puisqu'il s'agit d'un traitement unique de l'obésité pour les personnes insulinodépendantes. Comme vous le savez, ces résultats ont été partagés à l'EASD en septembre de l'année dernière. Les 2 dernières études cliniques ont aussi fait l'objet des couvertures d'une grande revue du domaine qui s'appelle Diabetes, Metabolism and Obesity. Et donc, par 2 fois, on a fait la couverture de ce journal majeur. Et donc, c'est un potentiel de marché, très clairement, de plusieurs milliards de dollars. Donc, nous n'avons pas précisé ce chiffre, mais donc c'est un produit qui est vraiment dans la catégorie des blockbusters. Donc, en signant cet accord et en versant 10 millions d'euros, il est clair de la détermination de Sanofi à établir un accord mondial pour le développement de ce produit. Donc, pourquoi je reviendrai juste en 2 mots, pourquoi Sanofi est le partenaire idéal? Eh bien parce que, comme vous le savez, Sanofi, c'est un leader historique du monde du diabète et plus particulièrement des insulines. On peut dire qu'aujourd'hui, Sanofi dispose de toutes les insulines commerciales dans son portefeuille. Et puis, aujourd'hui, Sanofi n'a pas encore de traitement pour l'obésité. Et là, on voit avec M1PRAM un produit qui est clairement un niveau de performance de ce qu'ont révélé les résultats de phase 2, un niveau de performance des produits de Lilly, Novo, nommément Mounjaro, Ozempic, qui, comme vous le savez, ont propulsé ces 2 sociétés au numéro 1, au rang numéro 1 mondial pour Lilly, numéro 3 pour Novo. C'est une véritable, j'ai envie de dire, révolution dans le domaine de la pharma. Et donc,
Et tout ça, évidemment, c'est en lien avec la compréhension, la connaissance du métabolisme. Et donc, amener une insuline ayant cette propriété de faire perdre du poids, quand, comme vous le savez, toutes les insulines font prendre du poids, c'est absolument majeur. Et pourquoi c'est majeur par rapport à la concurrence? Eh bien, parce que la concurrence que j'ai nommée, là, Ozempic et Mounjaro, n'est pas approuvée pour les patients de type 1. Et là, évidemment, on traite des patients de type 1 avec une insuline dite rapide, l'insuline des repas, on peut dire. Et donc, on a un traitement qui adresse un besoin médical non rendu. On appelle ça un unmet medical need. Donc ça, il n'y a pas à ce jour de concurrent. Pour les diabétiques de type 2, on parle là d'une portion des diabétiques de type 2, qui est à peu près 5% des diabétiques de type 2, c'est-à-dire les diabétiques de type 2 insulinodépendants, ceux dont la vie dépend de l'usage d'une insuline rapide. Et pour ces gens-là, eh ben, il n'y a pas de résultat aujourd'hui publié de Mounjaro, et ni d'Ozempic d'ailleurs. Mais il y a quelque chose de plus trivial, c'est que ces patients, au moment où leur maladie atteint le stade où ils doivent utiliser une insuline rapide, ils sont très réticents, pour une raison absolument basique et commune un peu dans tous les pays. C'est qu'en fait, ils ont souvent, toujours même, on peut dire, ils sont toujours une situation de surpoids, d'obésité. Ces diabétiques de type 2, on a souvent, pendant longtemps, appelé le diabète de type 2 le diabète gras. Et ils sont extrêmement réticents à introduire cette hormone de croissance, l'insuline, qui va leur faire encore prendre du poids. Donc, amener un traitement à base d'insuline qui fait perdre du poids, c'est évidemment une grande opportunité pour l'ensemble de ces patients concernés, diabétiques de type 2. Donc, on estime à peu près, et c'est assez difficile sur l'épidémiologie du diabète, je m'en excuse, mais qu'il y a à peu près une vingtaine de millions de diabétiques de type 1 concernés dans le monde et par ce traitement, c'est-à-dire en situation de surpoids, d'obésité, et puis à peu près 20 millions aussi de diabétiques de type 2 qui seraient aussi concernés par ce produit. Donc, vraiment de grandes ambitions, et c'est ce qui justifie ce potentiel de marché de plusieurs milliards de dollars pour Immunoprime, et encore une fois, qui justifie ce versement très significatif de 10 millions d'euros pour avoir un droit exclusif à établir un partenariat avec nous, Adocia, pour une licence globale. Voilà. Donc, passons maintenant à deuxième point. Oui. Bonsoir à tous. Donc, merci Olivier. Donc, comme le disait Olivier, cet accord avec Sanofi pour nous est majeur. Il a eu un effet de levier important puisqu'il a permis d'avoir des engagements pour réaliser un financement à hauteur de 10 millions d'euros. Ce financement, il est constitué de deux volets. D'abord, un placement privé avec 3 investisseurs, Gérard Soula, la BPI et un investisseur privé, pour un montant total de 5 millions d'euros. Et deuxième volet, une émission d'obligations convertibles de 5 millions d'euros souscrite par Vestor Finance. Vestor Finance, vous le connaissez, nous on le connaît bien, c'est un partenaire financier aujourd'hui. On a déjà réalisé 2 opérations avec lui, des opérations similaires. Et ce qui le caractérise, c'est qu'en fait, au moment de la signature du contrat et donc de l'émission des obligations, le versement est fait en une seule tranche. Et c'est ce qui nous plaît avec Vestor. Ce qui nous plaît également, c'est la façon dont il gère cette émission d'obligations de manière prudente et conservatrice. Donc, ce financement est à venir car il nécessite la rédaction d'un prospectus donc qui sera soumis à la revue de l'AMF et au visa de l'AMF. Donc, c'est pour ça qu'Olivier disait qu'on anticipe et qu'on envisage donc de réaliser cette opération d'ici fin juillet. Donc, sur le slide suivant,
Merci. Donc, je voudrais revenir sur la suspension du cours dont on a déjà parlé. Non. C'est pas la bonne slide. Pardon, suspension du cours, oui. Donc, que nous avons demandé début juin à Euronext suite à l'action menée par notre prêteur IPF Partner. Donc, je rappelle qu'IPF Partner est notre principal prêteur. Il a une dette senior. Et nous avons contracté avec lui en 2019 un emprunt de 15 millions d'euros. Afin de garantir le remboursement de ce prêt, nous avions à l'époque, ce qui est tout à fait classique dans ce genre de contrat, consenti des nantissements sur une partie de nos actifs et nous nous étions engagés à respecter des engagements financiers, notamment un seuil minimum de trésorerie, ce qu'on appelle le cash covenant. Donc, comme on l'avait indiqué à 2 reprises lors de nos communiqués de presse, au 31 mars, Adocia ne respectait plus ses engagements financiers. Et nous avions entamé avec IPF Partner, mais également avec nos prêteurs et nos banques donc, qui nous avaient accordé un prêt garanti par l'État, un PGE, en août 2020, une discussion, une négociation pour, d'un côté, réaménager les covenants, mais également restructurer la dette. Et donc, début juin, IPF a exercé son droit, ses sûretés, et nous a mis en demeure de rembourser la totalité de sa dette, donc 9,8 millions d'euros, donc sous 24 heures. Donc, nous avons réussi à obtenir un délai jusqu'au 30 juin, mais dans cette situation compliquée, nous avons demandé tout de suite à suspendre le cours. La situation était compliquée, elle était aussi contrastée, parce que d'un côté, on avait cet événement et cette pression forte d'IPF Partner, et on était en discussion avec Sanofi pour la conclusion d'un contrat. Donc, vous voyez, c'était compliqué de communiquer sur une situation claire et stable à l'époque. Donc, avec la signature du contrat Sanofi, donc, qui est intervenu il y a 2 jours, nous avons donc pu communiquer sur une situation claire et demander de reprendre la cotation. Tout au long de cette période, on était bien sûr en contact avec l'AMF, des contacts réguliers et des mises à jour régulières de la situation, des avancées qu'on avait d'un côté comme de l'autre. Et donc, une situation qui s'est clarifiée avec la signature de l'accord avec Sanofi. On a pris aussi la décision de rembourser cette dette, donc c'est 9,8 millions d'euros. Et du coup d'avoir une stabilisation et de nous libérer des covenants et des sûretés attachées à ces prêts. Voilà, donc content évidemment de rouvrir ce cours dans ces conditions, puisqu'on sort de cette crise par le haut, par la meilleure des manières, avec un partenaire potentiel pour M1 Pram. Donc aujourd'hui, c'est évidemment notre priorité. Et maintenant, quand on a un plan de marche, on reprend les activités et on accélère le programme sur M1 Pram. Évidemment, on avait aussi, comme vous le savez, ça fait 5 ans qu'on a ce partenariat avec Torrent Dombasle, et ce partenariat et maintenant arrive à maturité, puisqu'on a lancé il y a maintenant un peu plus d'1 an les phases 3, type 1, type 2, et ces études se déroulent très bien. On approche de la fin du recrutement et attaché à la fin du recrutement sans aucune condition réglementaire, puisque c'est vraiment la dernière visite du dernier patient de la première étude qui se terminera, on recevra 10 millions de dollars. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de très prometteur. Pareil pour la combinaison de Glargine et d'Ispro, 10 millions de dollars attachés au premier patient, la première visite de la première étude de phase 3. On a terminé nos 3 études de phase 1. Les conclusions sont positives. Notre recommandation, c'est de déposer donc
à la CDI la demande d'études de phase 3, ce qui devrait arriver à l'automne, fait par notre partenaire chinois. Donc, des programmes qui étaient aussi quelque part un socle sur lequel on pensait convaincre notre créancier, qui malheureusement nous a joué cette mauvaise surprise. Enfin, il y avait aussi, et comme vous le savez, des nouveaux programmes innovants avec de grandes ambitions. Hein, je vais les représenter. Adoral. Adoral, c'est quoi? C'est une technologie pour l'administration par voie orale, un peptide. Et aujourd'hui, on a un contrat de faisabilité avec une société américaine sur un peptide tout à fait intéressant pour cette technologie. Mais on a aussi fait la démonstration de sa performance par rapport au seul et unique produit sur le marché, qui est Rybelsus. Rybelsus, c'est à nouveau la forme orale de sémaglutide, le fameux Ozempic dont je viens de parler à l'instant. Donc, ce produit, Rybelsus, qui est promis un bel avenir, puisque les analystes prévoient un revenu de 6 milliards dès 2026. Et bien, ce produit, on s'est comparé à ce produit et on a vu dans le même modèle animal que Novo une supériorité en termes de biodisponibilité grâce à notre technologie. Et notre approche qui est brevetée, indépendante, évidemment, de Novo. Donc ça, on a des marques d'intérêt fortes, de grandes sociétés chinoises pour cette technologie. Donc, c'est notre priorité d'avancer sur cette discussion et de faire des choix sur l'avenir par rapport à cette technologie, mais aussi d'autres comme AdoShell Islet, qui est une plateforme pour l'implantation de cellules, implantation et capacité à explanter aussi ces cellules, donc un système qui va aussi également protéger ces cellules du système immunitaire. Donc, AdoShell Islet, on a de très bons résultats précliniques. On vient de présenter, faire une communication orale au grand congrès américain du diabète, qui s'appelle American Diabetes Association. Et on est invité à l'ESD, au grand congrès européen, mais aussi à un congrès sur la thérapie cellulaire en octobre aux États-Unis, IPITA. Donc, cette technologie, je peux vous dire, suscite de l'intérêt. Il y a très peu de compétiteurs dans ce domaine et c'est un véritable enjeu aussi pour le futur du traitement des diabètes insulinodépendants. Et de fait, ce biomatériau remarquable, puisqu'effectivement, dans AdoShell, il fallait avoir un biomatériau qui provoque aucune inflammation, donc aucune réaction à corps étranger, on l'a décliné. On l'a décliné pour une solution injectable pour la libération prolongée de peptides. Et là aussi, c'est un domaine aujourd'hui vierge, c'est-à-dire qu'aucune technologie ne permet de libérer sur 2-3 mois une protéine telle que sémaglutide. Alors vous entendez souvent sémaglutide, évidemment, c'est cette protéine qui fait aujourd'hui le succès de Novo, puisque, comme je vous l'ai dit, Novo est devenu le numéro 3 mondial, mais cette protéine probablement rapportera d'ici la fin des années 2020 probablement autour de 30 milliards de dollars. Donc, il y a un véritable investissement de Novo, mais aussi de tas d'autres sociétés dans le monde à faire mieux. Comment mieux administrer ces sémaglutide par voie orale, mais aussi par voie injectable sur de longue durée. Et c'est effectivement des défis technologiques, puisque une protéine, c'est fait pour être détruit par voie orale. Une protéine, c'est aussi fragile et c'est difficile à être libéré sur des temps longs. Donc ça, c'est le propre d'Adocia, d'être une société d'innovation, de relever des défis technologiques tels que cela, avec toujours une culture chimie, d'inventer de la chimie et des propriétés physico-chimiques pour résoudre des défis médicaux. Voilà. Donc, c'est clairement un portefeuille très diversifié, avec
vous voyez des milestones pour des produits très avancés, un partenariat très solide avec Tonghua Dongbao. Il faut quand même rappeler que la Chine est le plus grand marché de l'insuline. Et donc, cette société a 2 insulines innovantes en partenariat avec nous. On doit recevoir encore 80 millions de dollars dans cet accord, 20 l'année prochaine. Donc, c'est tout à fait un socle très important pour la société. Ce soir, on est heureux de partager avec vous l'intérêt très clair de Sanofi pour Amampram. Et notre priorité, évidemment, c'est de licencier ce produit. Et puis, 3 technologies au stade préclinique, mais chacune a de grandes ambitions. Il est difficile pour nous de faire cette priorisation. En tout cas, nous ne la ferons pas seuls, on la fera sur la base de nos échanges avec les partenaires potentiels. On est clairement là pour faire des innovations qu'on amène aux patients, qui soient bien financées et bien adossées à de très grands, de très bons partenaires. C'est le cas de Tonghua Dongbao, leader en Chine de l'insuline. C'est le cas de Sanofi, un des 3 leaders mondiaux de l'insuline. Donc, c'est aussi ce à quoi on travaille pour Adoral, pour Adoshel et aussi pour Adogel. Voilà. Pour conclure, merci Pierre-Louis. Voilà. Donc, je crois qu'on peut se féliciter de cette sortie de crise. Et je voudrais remercier Valérie et Gérard, avec qui on a fait un travail remarquable pour à la fois rassurer Sanofi dans ces conditions, on va dire, troubles, difficiles, avec un créancier avec lequel il était impossible de négocier, d'avoir malgré tout affirmé son intérêt pour ce produit remarquable qui, j'espère, sera un grand produit pour Sanofi. Et donc ça, c'est ce qu'on a pu réaliser dans ce mois. Mais je voudrais aussi évidemment remercier très chaleureusement vous autres, actionnaires de la société, de nous avoir soutenus, parce que je peux dire qu'on a été dans une forme de paix pendant ce mois, alors qu'effectivement, on vous a mis en difficulté. Et je peux vous dire, c'était un souci de chaque jour. Mais je voudrais aussi remercier évidemment les salariés, parce que vous imaginez bien qu'une situation pareille fait peser sur les salariés beaucoup d'anxiété. Et là aussi, j'ai vu des gens au travail motivés par les projets qui portent avec beaucoup de talent, parce qu'évidemment, pour réussir ce que l'on fait et faire avancer ces projets, il faut beaucoup de talent et d'abnégation et d'engagement. Donc, dans cette situation maintenant stabilisée, avec les 10 millions de Sanofi, les 10 millions de la levée qui va se réaliser au mois de juillet, on a pu rembourser YPF. Ça, c'est une grande nouvelle. Alors, avec cet argent, sans aucune autre rentrée d'argent, ce qui n'est absolument pas le scénario envisagé, nous avons un horizon de trésorerie jusqu'à la fin du 2e trimestre de 2024. Voilà. Il est clair, c'est notre tâche première de réaliser ce partenariat sur Amampram à courte échéance, avant la fin de l'année, avec bien entendu une équipe qui est aussi concentrée à la bonne exécution du plan de développement de BC Lispro, BC Combo pour recevoir les milestones attachés à ce partenariat, comme je le disais, de encore 80 millions de dollars. Et enfin, une priorisation des projets sur la base de nos dialogues, nos échanges avec des partenaires potentiels sur des grands produits qui ont de grandes ambitions et qui sont toutefois qu'au stade de préclinique. Mais étant donné le défi technologique qu'ils représentent, c'est bien des projets qui peuvent se licencier à ce stade-là. Voilà, je crois que j'en ai fini avec ce tour d'horizon et je vous remercie pour votre attention et puis on est prêt à répondre à vos questions. Merci.
Nous allons passer maintenant aux questions des participants. La première, je vous la pose. Pourquoi aucune communication n'a été faite aux actionnaires pendant la suspension du cours pour préciser ce qui se passait? Valérie, tu veux y répondre ou j'y réponds? Bon, évidemment, c'est une question qu'on s'est posée. Et en fait, il était préférable de rester quoi? Parce que, comme l'a dit Valérie, on ne pouvait pas partager ce qui se passait avec notre créancier premier, donc on ne pouvait pas. Et puis, de l'autre côté, on ne pouvait pas faire naître un espoir sur cette option qu'on finalement on a réussi à signer avec Sanofi. Donc, en fait, on n'avait pas d'autre choix que de se taire, que de réussir à arriver à un accord avec Sanofi et en même temps se dégager de toute obligation de notre créancier. Et ce qu'on a fait. Et comme je le disais, j'étais moi très reconnaissant de voir une forme de calme et de confiance de nos actionnaires et des salariés. Merci. Alors maintenant, une question de Stéphanie Brunel. Pourquoi Sanofi n'a pas signé directement un partenariat? Est-ce conditionné à des résultats? Et à quel cours va avoir lieu l'augmentation de capital? Alors, pour Sanofi, ces choses-là, vous savez, prennent du temps, dans la mesure où c'est un grand produit. Et ça veut dire, un grand produit, ça veut dire un deal qui n'est pas si simple et qui prend du temps. Et en fait, aujourd'hui, Sanofi s'est offert du temps. Pour autant, comme je l'ai dit, le projet est de réaliser ce partenariat dans l'année. Voilà, donc c'était finalement un scénario tout à fait favorable aux deux parties et c'est celui qu'on a suivi. Alors, la deuxième question de Stéphanie. Oui, c'était sur le cours. On finalise l'opération, les conditions, et on communiquera donc au moment de la réalisation de l'opération, sachant que les conditions sont celles qui sont prévues dans les résolutions de l'Assemblée générale, puisqu'on a une délégation pour faire un placement privé et des émissions convertibles selon certaines conditions. Donc, on vous en dira plus dans 3 semaines en fonction du jour et du cours de l'action à ce moment-là. Une troisième question. Vu le développement rapide des cellules souches, Adoshel doit vraiment intéresser. Il n'y a pas de solution comme la vôtre à ce stade. Avez-vous des informations calendaires sur des essais cliniques? Peut-on très bien imaginer le même type de partenariat qu'avec Sanofi? Tout à fait, c'est un peu notre espoir, hein, c'est clair, c'est à ce à quoi on travaille. Il y a, comme vous l'avez dit, peu de solutions technologiques pour implanter des cellules, les retirer en toute sécurité et ne pas avoir recours à des traitements immunosuppresseurs. Parce que le dispositif isole du système immunitaire les cellules implantées. Donc ça, évidemment, c'est un avantage très important. C'est donc une technologie qui est destinée à être agrégée, associée à une lignée cellulaire. Et évidemment, donc, il y a des grands partenaires potentiels dans ce domaine avec lesquels on discute depuis des mois, parce que ça fait des mois que ce projet génère des résultats très prometteurs. Et voilà. Donc, pour ce qui est du calendrier, très difficile. Et je crois que je ne vais pas m'engager à vous donner des dates. C'est plus prudent. Mais dites-vous que c'est aussi une priorité de la société. Une nouvelle question. Pouvez-vous expliquer en quoi consiste un contrat de faisabilité sur Adoral avec l'entreprise américaine que vous avez mentionnée? C'est un programme assez simple de test de notre technologie avec leur
leurs molécules, leurs peptides, dans un modèle animal tout à fait conforme à cet emploi. Et donc, et au vu des résultats qu'on obtiendra, ce partenaire décidera ou non de poursuivre la collaboration et d'entrer dans un partenariat pour développer une forme orale de son peptide. Nouvelle question. Reste-t-il d'autres dettes non remboursées à ce jour avec des cash covenants? Quel montant et quelles échéances? Merci. Alors, il nous reste une dette liée au PGE de 5,6 millions d'euros. Donc, on a contracté en 2020 auprès de BNP, HSBC, Crédit Lyonnais et BPI. Et figure aussi en dette les émissions d'obligations convertibles quand elles ne sont pas encore réalisées, même si au final, ce sera des capitaux propres qui sont classifiés en dette. Voilà. Mais il est clair que il n'y a pas de covenant. On n'a plus de covenant, plus de sûreté. À ce titre, la dette IPF est une dette dite senior et comporte d'énormes contraintes comparativement à toutes ces dettes. C'est pour ça, d'où notre décision de la rembourser de façon anticipée, puisque l'échéancier se terminait en septembre 2024. Nouvelle question. Quelles sont les suites du développement clinique de M1-PRAM maintenant que Sanofi est intéressé? Eh ben, c'est un sujet que je propose de ne pas traiter ce soir, mais évidemment, c'est un sujet important et sur lequel on travaille avec Sanofi. Mais on aura l'occasion, j'espère, rapidement d'en reparler. Dans l'hypothèse du deal avec Sanofi, produiront-ils en propre le pramlintide par un biosimilaire? C'est une bonne question. À nouveau, malheureusement, je ne peux pas la commenter. Voilà. Alors, nouvelle et dernière question pour l'instant. Adoral, vous avez mentionné rapidement des intérêts par des partenaires chinois. Qu'en est-il? Ben, on est allé en Chine avec Gérard. Gérard, peut-être tu veux en parler. Je peux en dire deux mots. Il se trouve que, d'abord, la Chine est un grand pays. Et la Chine, malheureusement, comme les autres pays, souffre de problèmes d'obésité. Et aujourd'hui, il se trouve que le semaglutide, cette molécule à potentiel financier, au-delà du potentiel thérapeutique énorme, suscite l'intérêt des Chinois parce que le brevet sur le produit lui-même va tomber en 2026, alors qu'aux États-Unis et en Europe, le brevet ne va tomber qu'en 2033. Donc, les Chinois veulent profiter de cette liberté d'exploitation propre à leur territoire pour développer des formes effectivement injectables. Et là, on a pu constater qu'il y a plus de 10 sociétés, grandes sociétés chinoises aujourd'hui engagées pour la production et la formulation de semaglutide en tant que biosimilaire pour ce marché. Mais en termes de forme orale, on a constaté aujourd'hui que personne autre que Novo a proposé une formulation qui soit de nature à être compétitive avec celle de Novo, voire à être supérieure à celle de Novo. Et ce que Olivier a dit et a déjà montré dans des précédentes présentations, que nous avons une formulation dont la performance est au moins égale à 2, et nous avons même obtenu 5 fois la performance de Novo en termes d'absorption. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si on observe 5 fois plus de produits, ça veut dire que dans les pilules qui vont être vendues, il y aura 5 fois moins de matière active et donc un prix qui va être très inférieur au prix actuel. Et donc, tout le monde aujourd'hui fait la course à l'amélioration de l'absorption, parce que c'est ça qui fera la valeur du produit, parce que la performance, on la connaît, elle est bien établie et elle est magnifique. Voilà. Donc,
on discute avec plusieurs sociétés et évidemment, c'est difficile avec les sociétés américaines, c'est pas plus facile avec les sociétés chinoises. Donc, c'est un travail de longue haleine qu'on a entrepris depuis de longues années. Et notre chance aujourd'hui, c'est notre présence en Chine. Et grâce au partenariat qu'on a signé avec Dongbao, grâce au progrès que fait Dongbao dans le développement des produits, qui donne la crédibilité à Adocia, tout à fait particulière dans ce grand monde qu'est la Chine, où tout le monde veut rentrer, mais peu de sociétés européennes et américaines sont capables de montrer déjà des preuves de leur capacité à négocier avec des Chinois, à délivrer des produits avec des Chinois et obtenir des résultats. Nous avons passé, Olivier l'a dit, des examens avec la FDA chinoise, qui a crédibilisé effectivement nos technologies et nos produits et la qualité du travail fourni par nos équipes. Donc, on est en position extrêmement favorable. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, mais c'est pour ça qu'on y travaille avec intensité pour pouvoir trouver un partenaire chinois. Et encore une fois, ce n'est pas parce que les Américains ne le veulent pas, c'est parce que les Chinois ont 5 ans d'avance sur la possibilité par rapport au marché européen et américain. Une nouvelle question. Les 10 millions de dollars de Tonghua Dongbao sur BCLIS Pro sont-ils à percevoir à la fin du recrutement ou suite aux résultats des études? Non, pas à la fin du recrutement, à la dernière visite du dernier patient de la première étude qui se termine. Donc, ce n'est pas au résultat non plus. Donc, c'est un peu… Voilà. Dès lors qu'on aura recruté le dernier patient, on sera 6 mois plus tard, puisque c'est 6 mois d'exposition, que la milestone sera due. Voilà. Nouvelle question. Pouvez-vous rappeler quelles étaient les conditions du prêt d'IPF, intérêts, échéances et amortissements? Alors, les intérêts, c'était 8% cash et 3% d'intérêts capitalisés. L'échéance, c'était septembre 2024. Il y avait des échéances trimestrielles. La maturité, pardon, c'était septembre 2024. Des échéances trimestrielles d'1,2 million d'euros. Puis, enfin, c'était progressif. Et ça pouvait aller jusqu'à 1,4 million d'euros. Voilà. Et les sûretés, donc j'en ai parlé. Cash covenant, c'est un minimum de trésorerie de 10 millions d'euros ou un minimum de trésorerie permettant d'assurer les 6 mois d'operating cash flow, y compris le service de la dette. Nouvelle question. Avez-vous ou aurez-vous des soutiens de l'État dans le cadre du soutien à l'innovation? Et une deuxième question avez-vous encore des contacts avec Eli Lilly? Donc, soutien de l'État dans le cadre du soutien à l'innovation et contact avec Eli Lilly. Oui, on peut répondre. On a tout à fait le projet effectivement d'avoir recours à des aides de l'État. Hein. C'est clair que cette crise aussi, j'aime bien cette expression, j'aime bien ce vers de Darlene, là où est le danger, croit aussi ce qui sauve. Évidemment, cette crise nous a rendus beaucoup plus visibles, notamment auprès de l'État et notamment auprès de l'Agence Innovation Santé, que je voudrais remercier, auprès de la BPI, qui nous a soutenus et qui fera partie de l'investissement du mois de juillet. Donc, ça, c'est clair que les gens ont réalisé qu'il y avait beaucoup de valeur dans cette société. Un partenariat chinois comme le nôtre, ce n'est pas si commun. C'est quand même des revenus potentiels substantiels, hein, puisque c'est des marchés. Hein. Je peux prendre juste un point de comparaison. Rhizodec, qui est la seule combinaison d'insuline rapide et d'insuline lente, qui a été développée par Novo, qui a été commercialisée il y a 3 ans en Chine, faisait l'année dernière 170 millions de dollars de revenus, avec 300% de croissance. Donc, c'est quand même des marchés très significatifs quand on parle de royalties à 2 chiffres pour Adocia. Donc
ça, évidemment, l'insuline, ce n'est pas un traitement qui va disparaître dans les 20 prochaines années probablement. Donc, c'est un marché durable. Maintenant, amener un traitement de l'obésité à travers une insuline, à laquelle notre vie dépend, donc c'est un traitement auquel on ne peut pas échapper, et avec ça, on traiterait une situation d'obésité et de surpoids, c'est majeur dans ce cas. Donc, tout ça pour dire que oui, on a gagné de la visibilité, c'est lié aussi avec la maturité, et donc c'est une nouvelle étape franchie par la société ce soir. Nouvelle question. Votre produit à action prolongée ressemble beaucoup à BEPO de Medincell. Ne pourriez-vous pas vous associer? Eh ben, je ne peux pas commenter. Mais effectivement, Medincell fait des choses très intéressantes. Nouvelle question, une question sur Adoshel. Ce produit ne risque-t-il pas de prendre une grosse place sur le marché et limiter certains de vos autres produits plus récents? Comment cela va-t-il être géré? Oui, alors là, j'imagine un peu, ce serait un bon problème, et malheureusement, le monde est vaste, et en fait, les situations de diabète sont diverses, variées, les situations économiques aussi. L'accès à la thérapie cellulaire va commencer de façon un peu confidentielle, il ne faut pas se voiler la face. C'est un grand challenge, ça va coûter très cher dans les premières générations. Si un jour on pouvait imaginer traiter tous les diabétiques insulinodépendants par une thérapie cellulaire, ce serait tout à fait un rêve, mais il est possible que ça mette quand même 20 ou 30 ans, donc qui dépasse largement notre échelle de temps, des projections possibles. Voilà, donc non, il n'y a pas ce risque du tout, absolument pas. Voilà. Nouvelle question. À votre connaissance, Novo et Lilly vont-ils lancer leurs insulines ultra rapides en Chine, ou Tongwa Dongbao sera-t-il seul sur ce segment? Non, on sait tout à fait que c'est tout à fait dans les plans de Lilly, dans les plans de Novo de lancer leur insuline ultra rapide en Chine. Hein. Je vous l'ai dit, c'est un très très grand marché, la Chine, et il y a une pression sur les prix des insulines, sauf sur les insulines innovantes. Donc, il est clair qu'il y a un véritable enjeu pour Lilly, pour Novo, mais aussi du coup pour Tongwa Dongbao, d'amener en Chine des insulines innovantes. Donc, comme je le disais, Novo a lancé Ryzodeg en Chine. Il ne l'a pas lancé d'ailleurs, de toute façon, il ne l'a pas lancé en Europe, aux US. Hein. Novo et Lilly donc, ont prévu de lancer Lyumjev, je crois, cette année, et Fiasp l'année prochaine. Donc non, ça sera un marché à se partager avec Lilly et Novo. Avec cet avantage que ça ne vous a pas échappé que la Chine est protectionniste et que les sociétés nationales sont privilégiées au sens fort du terme. Et donc, d'être avec le numéro 1 de l'insuline en Chine, c'est quand même un atout majeur pour la pénétration du marché. Nouvelle question. Pouvez-vous donner un ordre de grandeur du prix de vente de M1 Pram en comparaison des autres produits traitant l'obésité? Eh ben, c'est une très bonne question. En fait, ce serait comparable. Justement, c'est bien un traitement de l'obésité. C'est bien donc un traitement qui, aux États-Unis, on peut dire de façon approximative, représente un coût de $1000 par mois. Donc oui, ce sera bien son positionnement comme Mounjaro et Ozempic. Une dernière question. Comptez-vous publier les résultats cliniques de Bcelispram ou resteront-ils confidentiels dans le cadre de vos discussions? Je ne peux pas commenter cela à ce stade. Nous n'avons plus d'autres questions. Je vous remercie pour un mot de conclusion. Oui, en tout cas, j'ai remercié beaucoup de gens, les actionnaires. Je voudrais quand même remercier plus particulièrement les actionnaires qui nous soutiennent à nouveau.
Verster Finance, avec qui on a fait déjà 2 opérations, comme l'a dit Valérie, hein, et puis cette troisième. Donc, c'est un véritable partenaire. La BPI, évidemment, qui était notre premier actionnaire. Donc, et je crois que nous, on avait été sur le premier investissement de Inobio, la partie biotech de la BPI. Donc ça, on est très reconnaissant de la BPI. Évidemment, Gérard, qui avait participé à la précédente augmentation de capital, qui participe à nouveau. Et donc, c'est très important. Évidemment, on a une grande gratitude vis-à-vis de Sanofi. Ce n'était pas facile dans cette situation de crise de réaliser cette opération. J'ai envie de dire un peu plus compliqué que d'habitude. Et donc, c'est vraiment un choix dont on est très reconnaissant. Et donc, on a beaucoup à faire avec ce partenaire. Évidemment, pour avoir travaillé 25 ans dans l'insuline, vous comprenez bien que pour nous, on vit ça comme un privilège d'envisager un développement d'un grand produit avec Sanofi, leader mondial, mais aussi société française, leader de la pharma en France. Donc, on vit ça comme un véritable privilège. Et je parle là au nom de toutes les équipes. Donc voilà, donc c'est une belle soirée. C'est un beau moment, après des moments difficiles. Et encore une fois, je vous remercie tous pour votre soutien. Merci Olivier, merci Gérard, merci Valérie. Je voudrais avoir le mot de la fin. Vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, nous avons, dans l'Assemblée générale, annoncé le changement dans le management et la prise de fonction d'Olivier au rang de directeur général, CEO en anglais. Et je suis particulièrement heureux et je voudrais le remercier pour tous les efforts et le courage qu'il a montré dans cette période difficile. Croyez-moi, c'était très difficile à vivre dans ce moment où tout pouvait basculer. Et si aujourd'hui nous sommes où nous sommes et en face de vous, à vous parler, et content de le faire, c'est aussi grâce à l'effort d'Olivier qui a su conduire l'équipe. Et ce n'est pas son seul résultat, mais c'est conduire l'équipe sur ce chemin-là. Et je pense que pour nos premières actions, c'est une action de maître. Voilà. Et je pense qu'il a gagné aujourd'hui, en tout cas à mes yeux, son rôle et sa fonction. Et je suis sûr qu'il va mener à bien la société. Maintenant que nous sommes sortis, comme je dis, de l'ornière, nous pouvons reprendre la grande route à grande vitesse. Merci à tous. Merci. Merci à tous pour votre participation. Cette vidéo sera disponible très bientôt sur la page investisseurs du site d'Adosia. Merci. Bonsoir. Merci encore. Au revoir. Bon été.